Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 70e émission Innovation et Cross Média, une nouvelle émission consacrée aujourd'hui aux nouveaux drivers d'engagement des marques. Nouveaux paradigmes, nouvelles attentes clients post-crise, les stratégies marketing et digitales doivent se réinventer pour offrir des parcours et des expériences génératrices de confiance, d'engagement et de business. Comment émerger et engager des consommateurs, engager des clients de plus en plus sollicités et exigeants? C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités que je vais vous présenter. J'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Hervé Cozard. Bonjour. Vous êtes VP Digital Marketing de la compagnie Air France, acteur majeur du secteur de l'aérien. Je reçois aussi à distance, en visio, en duplex. Bonjour Maëlys Farr. Vous êtes Bonjour. Head of Data et CRM du groupe Pierre Fabre, deuxième laboratoire dermocosmétique mondial. Aussi à distance, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Brucker. Bonjour, vous êtes Chief Marketing, Communication et Customer Experience Officer de Orange Bank, filiale de l'opérateur français Orange. Et à ma droite sur le plateau, bonjour Thomas, donc Thomas Rudel. Vous êtes Global Digital Marketing Director du groupe Carrefour, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Merci à tous d'être présents avec nous pour cette discussion. Et je vais commencer avec vous Hervé, Air France, alors avec l'été et l'assouplissement des conditions de voyage. Les signes de reprise se sont bien concrétisés. Pour autant, le secteur aérien reste encore sous tension. Où est-ce que vous en êtes et quels sont les enjeux de votre direction digital marketing sur les mois à venir et particulièrement en termes d'engagement? Alors déjà, effectivement, un petit peu de contexte en ce qui concerne Air France. On a été bien sûr touché très difficilement par cette crise, transport aérien dans son entier et puis Air France en particulier. Pour donner un ordre de grandeur sur, si on se compare à 2019, on a fait une année 2020 avec un chiffre d'affaires à moins 70% et aujourd'hui, en 2021, on s'attend à faire quelque chose à moins 60%. Donc c'est encore très délicat. C'est bien sûr, on le sait tous, une actualité sur la pandémie qui est très disparate de pays en pays. Et nous, on opère 119 pays, donc on essaie de suivre toutes les actualités. Donc c'est pour moi, dans ma direction, écouter les signaux faibles et voir un petit peu où ça peut repartir et à quel moment et avoir une stratégie de campagne et de digital marketing pour essayer d'être aussi agile que la demande. C'est donc une crise grave pour nous et aujourd'hui, effectivement, on voit quelques signaux de reprise. Cet été, on a réussi à opérer notamment sur le réseau domestique français et puis aussi sur l'Europe. Des destinations et des clients ont été au rendez-vous. Donc, on a une capacité à peu près à 65-70% par rapport à 2019. Donc, ça a été une vraie recovery. Et aujourd'hui, on voit dernièrement, la semaine dernière, avec l'annonce de Joe Biden notamment, qui va permettre aux Européens vaccinés d'aller aux États-Unis. C'est pour nous un beau soulagement et on l'a vu immédiatement. L'appétence pour le voyage de nos clients est encore là. Donc, il va falloir la traiter. Le digital marketing est vraiment pour nous un outil majeur pour aller chercher cette clientèle. Donc les 3 learnings peut-être de cette crise pour nous, c'est d'abord que le canal digital s'est vu, comme dans beaucoup d'industries, a accéléré. On a gagné 10 à 15 points de part de vente sur le digital. Donc c'est un atout pour nous et on investit beaucoup, y compris aussi sur, par exemple, l'application qui permet d'être le moyen pour nos clients de faire son voyage sur le digital. Il y a aussi le deuxième learning, l'adaptabilité. C'est-à-dire, comme je le disais, les situations ont été très disparates d'un pays à l'autre, donc il a fallu nous adapter tout au long de cette crise et encore aujourd'hui. Et puis le troisième learning, très important pour nous, c'est aussi la marque Air France, qui pendant cette crise nous a beaucoup servi. Et je pense que finalement, au sortir de cette crise, on a pu, j'y reviendrai, investir beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, le client
porte une attention toute particulière à ces grandes marques qui sont pour lui aussi rassurantes. Et dans les conditions de voyage que l'on connaît actuellement, c'est pour nous un atout majeur qu'on essaie aussi dans la partie digitale de mettre en avant pour essayer de rassurer nos clients et qu'ils revoyagent bien sûr avec nous. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de la réactivation de nos clients. C'est pas encore de l'acquisition, on va pas encore chercher de la prospection, c'est surtout réactiver cette base de clients. On a à peu près 55 millions de clients, une base de 30 millions et puis 15 millions d'opt-in sur nos newsletters. Donc c'est comment réactiver ces clients et qui nous ont un peu oubliés pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment voyager pendant cette période. Donc c'est notre enjeu principal au sortir de cette crise. Eh ben, vous nous direz comment est-ce que ça s'orchestre. On va aller voir Maëlys en visio. Alors vous aussi, vous avez choisi d'investir sur des stratégies d'engagement, d'autant plus que vous êtes sur un modèle B2B2C, avec peu de relations directes avec le client final. Pour répondre à quels enjeux ? Alors, comme vous le dites, hein, nous, historiquement, groupe Pierre Fabre, donc groupe pharmaceutique, habitué de la relation indirecte. Donc, nous, la relation, on la travaille avec le pharmacien et on développe l'engagement et la fidélisation de nos pharmaciens qui ont la propriété de la relation avec le consommateur final. Et donc, depuis une dizaine d'années, le groupe Pierre Fabre est en train de vraiment s'intéresser de plus près aux stratégies B2C directes, donc de développer des stratégies d'acquisition dans notre cas, puisqu'on n'avait pas forcément la main mise dans la relation directe avec le consommateur, donc des stratégies d'acquisition pour aller créer ce lien direct avec le consommateur. Pourquoi ? Pour déjà reprendre une part dans la visibilité de nos marques vis-à-vis de nos consommateurs, donc vraiment se rendre visible et être en capacité de pouvoir véhiculer les valeurs fortes de nos marques, que ce soit l'excellence dermatologique, la naturalité, nos engagements pour l'humain, pour la planète, qui est assez omniprésent hein, en termes de valeurs pour l'ensemble de nos marques. Et tout ça pour finalement gagner l'attachement, l'engagement de nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on capitalise sur des portefeuilles de produits qui sont assez forts et assez implantés sur leur marché. L'idée maintenant, c'est vraiment d'aller gagner cet engagement en reprenant la main sur cette liaison directe, donc cette relation B2C. Donc nous, ça passe par beaucoup d'acquisitions et donc on en discutera, mais aussi donc développer l'engagement et l'attachement, la préférence de marque. C'est clair. Merci Maëlys. Alors côté bancaire, l'engagement aussi est stratégique. Orange Bank compte aujourd'hui 1,6 million de clients en Europe, séduits par l'expérience proposée. Pourquoi faut-il accélérer aussi à votre niveau sur le volet engagement ? Alors du coup, pour bien comprendre nos enjeux, notons que l'expérience client, c'est la première raison de choisir Orange Bank, devant la confiance en la marque Orange, devant les prix. Ce qui nous oblige à investir massivement dans l'innovation et à améliorer de manière continue la qualité de nos services. Alors, on a déjà beaucoup de clients. On a une application Orange Bank qui est super bien notée, 4,6 sur 5 au niveau des apps. Et ça, en seulement 4 ans, mais ce n'est pas suffisant. On a encore de grosses ambitions dans l'acquisition client, notamment en France, mais aussi en Europe, en Espagne, en Roumanie. Enrichir la gamme de produits de nos services, crédit, assurance, développer le marché des pros et PME. Et face à nous, on a une forte concurrence où il y a beaucoup de gratuits, il y a beaucoup de primes. Et nous, on a une marque encore jeune, très connue, mais qui a encore besoin d'être reconnue. On a besoin de développer notre image de marque et développer l'intention d'achat. Alors pour cela, on a décidé de se focaliser sur un cœur de cible, qui est le cœur de cible d'Orange, la famille. Et en conséquence, on développe des services à valeur, davantage premium, davantage utiles, davantage dans l'innovation, et en même temps, on continue d'investir massivement dans les médias, avec des coûts d'acquisition qui restent maîtrisés, et on cherche du coup, pour réduire ces coûts, en même temps développer le business, des innovations dans les approches marketing. Il faut être davantage tactique, il faut avoir l'esprit test and learn, tester des stratégies nouvelles où l'engagement est central, et puis là aussi on vise, comme mes collègues, la préférence de marque, l'engagement, l'attachement, et créer la différence dans notre expérience client. Thomas, pour Carrefour, on a parlé des enjeux du secteur aérien, du dermocosmétique, de la banque, pour s'aligner justement aux fameuses exigences, je vais y arriver,
du client et aux exigences business. Les consommateurs dans le retail, et particulièrement chez Carrefour, est-ce qu'ils ont les mêmes attentes d'une part, et quels sont in fine les enjeux aussi du secteur retail qui cherche aussi à engager? Alors, dans les enjeux du secteur, on est vraiment sur une accélération sans précédent. Le Covid a aidé, je pense, mais c'était une tendance qui était déjà là, avec une explosion du e-commerce dans les attentes du consommateur, une explosion qu'on retrouve sur l'ensemble de nos 9 géographies. On est présent en Amérique latine, on est présent en Europe, on est présent en Asie du Sud-Est, et on le constate tous les jours avec des modes de e-commerce très variés, des préférences sur la livraison à domicile, des préférences sur ce qu'on appelle du drive en France. On vient chercher ses courses avec sa voiture, ou de plus en plus souvent, on vient le chercher, c'est ce qui se développe aujourd'hui, on vient les chercher à pied. Et puis dans le même temps, on a le magasin, donc cette explosion du e-commerce, je pense qu'elle est classique pour tout le monde, mais dans le même temps, on a eu ce magasin qui reste néanmoins le fer de lance de notre business. Donc avec peut-être, moi je dirais, la vraie différence, qu'est-ce qui change, c'est que le consommateur aujourd'hui, il a un téléphone dans sa poche. C'est son premier écran. C'est avec ça qu'il se lève le matin, c'est avec ça qu'il fait ses courses en ligne, c'est avec ça qu'il prépare ses courses en magasin. Et ça nous donne la possibilité, nous marques, de lui offrir des choses très personnalisées. En tout cas, nous, dans le retail, c'est notre conviction, c'est comment est-ce que finalement cette pandémie, cette accélération liée à la pandémie ou à la transfo digitale nous permet d'apporter une offre plus précise, plus adaptée, plus juste par rapport à un client qui est devenu assez pluriel. Ok, on en reparlera. Je vais retourner voir Maëlys du groupe Pierre Fabre. Quand on a un groupe international comme Pierre Fabre, qu'on est présent dans 116 pays, avec une vingtaine de marques en portefeuille, et surtout, on le disait tout à l'heure, peu de touchpoints, comment est-ce qu'on structure cette stratégie d'engagement ? Alors, nous, on a une approche assez pragmatique, j'ai envie de dire, de la structuration de notre stratégie d'engagement. Je voudrais juste commencer par un exemple qui moi, me tient à cœur. C'est pour moi l'exemple de la marque Apple, qui, je dirais, est un modèle d'engagement client. Il n'y a qu'à voir, hein, les clients Apple sont peut-être les meilleurs ambassadeurs de la marque. Donc, c'est une marque qui a vraiment réussi à véhiculer l'engagement client, à le porter au plus haut niveau. Et nous, c'est une marque, en tout cas, qui moi, à titre personnel, m'inspire. Pourquoi Apple, aujourd'hui, a généré de l'engagement ? C'est pas parce qu'ils ont un programme de fidélité, comme le nom l'indique. D'ailleurs, ils n'en ont pas. C'est pas parce qu'ils ont le meilleur rapport qualité-prix. C'est, OK, en partie, des beaux produits, etc. Mais selon moi, ce qui vraiment génère de l'engagement, c'est que l'expérience Apple, elle est parfaite de bout en bout, dans sa globalité, sur chaque touchpoint. Il n'y a pas un touchpoint dans l'expérience Apple qui est aujourd'hui délaissé, que ce soit le service consommateur que je contacte on-offline, que ce soit l'expérience en boutique, que ce soit l'expérience online. Donc, absolument rien n'est délaissé. Donc, pourquoi j'ai parlé de cet exemple ? C'est parce que nous, vis-à-vis de Pierre Fabre, c'est aussi l'approche qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire de ne rien délaisser et d'avoir cette approche étape par étape, puisque nous, on doit travailler l'expérience dans sa globalité. Comme je vous le disais, l'approche B2C, c'est quelque chose qui est quand même encore relativement récent pour nous. Et donc, il a fallu qu'on se structure. Donc, comment on a structuré cet engagement et ces stratégies d'engagement ? De façon assez classique, par une pyramide. Donc, comme on pourrait voir la pyramide des besoins de Maslow, nous, on modélise cette stratégie par une pyramide à 3 étages. La base de cet étage, c'est ce qu'on appelle les services consommateurs, c'est-à-dire d'avoir des services consommateurs qui répondent à minima aux questions que nous posent les consommateurs, quel que soit le touchpoint qu'ils privilégient. Donc, que ce soit le social, l'email, le téléphone. Ça, c'est le socle de base. Je ne peux pas capitaliser sur plus d'engagement si je n'ai pas un service consommateur qui est lui-même engageant. La deuxième brique, c'est l'animation et l'activation des consommateurs. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir capitaliser sur des bases assez importantes de consommateurs qui ont voulu rentrer en contact avec nos marques, qui se sont inscrits à nos newsletters, qui ont participé à des jeux concours, à des challenges. Donc, mettre en place des stratégies pour à minima activer et animer ces bases, c'est la brique intermédiaire très importante à mettre en place après les services consommateurs. Et enfin, le sommet de la pyramide, ça va être ces stratégies d'engagement
qu'on appelle les stratégies d'incentive ou les stratégies de fidélisation. Ce sont ces stratégies qui vont peut-être toucher un nombre infime de consommateurs, ou en tout cas beaucoup plus faible par rapport à nos bases de nos données ou à nos clients potentiels, mais qui sont nécessaires parce qu'elles vont permettre de fidéliser les plus fidèles et surtout de capitaliser sur les consommateurs les plus engagés pour aller recruter des nouveaux consommateurs. Donc celles-là, il ne faut pas non plus les oublier, mais aujourd'hui, pour nos marques, on n'imagine plus déployer des programmes de fidélité si on n'a déjà pas mis en place une animation qui est pérenne, qui est sécure des consommateurs qui sont en base de données, et si on n'a pas aujourd'hui un service consommateur qui est à minima structuré avec des process, avec des outils qui consolident la donnée consommateur et qui l'exploitent pour aller fournir des insights consommateurs à nos marques. Si je reviens un petit peu sur la partie, donc au-delà service consommateur, sur la partie animation-activation. Là aussi, on a beaucoup revu nos stratégies donc avec nos marques. Ce qu'on travaille en priorité, c'est travailler ce qu'on appelle une promesse relationnelle. Donc, c'est vraiment définir cette valeur ajoutée, cette émotion forte qui va vraiment toucher le consommateur et qui va donner beaucoup de cohérence dans nos actions relationnelles par ailleurs, que ce soit jusqu'à des programmes de fidélité par la suite. Ensuite, on met en place donc, des parcours automatisés, donc assez classiques, à minima des parcours d'accueil, des parcours de réactivation. Pour les parcours d'accueil, on va même pouvoir aller sur des choses très personnalisées en fonction du touchpoint d'acquisition. Et ensuite, un plan d'animation qui est ce plan calendaire qui va vraiment donner corps en fait à cette promesse relationnelle. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on privilégie vis-à-vis de nos marques. Pour la partie programme d'incentive et programme de fidélité, donc ce chapeau de la pyramide, on a aussi beaucoup revu notre copie. Par le passé, on a été beaucoup sur certains marchés à déployer des programmes de fidélité qu'on appelle des programmes transactionnels, c'est-à-dire qui vont rémunérer l'achat des consommateurs, les fameux 1 euro égale 1 point. On est en train de revoir cette stratégie au profit de nouveaux programmes qu'on appelle plus des programmes d'engagement, qui vont plutôt incentiver et valoriser l'engagement du consommateur avec nos marques. Donc, ça peut passer par quoi? Ça passe par de l'advocacy, le fait de promouvoir des messages, des marques ou alors des contenus propres sur les réseaux sociaux. Ça peut être du testing avec du partage du GC aux communautés sur lesquelles nous, on peut capitaliser. Donc, voilà en tout cas le type de cinématique vers lesquelles on s'oriente. On a d'ailleurs fait des POC et notamment un POC sur l'une de nos plus grosses marques sur l'un de nos marchés qui nous a amené à des résultats très intéressants. D'une part, un vrai boom, on va dire, de nos volumes de mentions qu'on a pu mesurer par nos outils de social listening et qui n'est pas un pic lié à une campagne, mais bien un volume de mentions pérenne sur lequel on a pu capitaliser tout au long du POC. On a aussi acquis beaucoup d'UGC qu'on peut derrière réutiliser dans nos plans d'animation, mais également dans nos supports de communication de façon générale. Et surtout, on a pu identifier nos consommateurs ambassadeurs. On sait qu'ils existent, mais là, on a vu qui c'était, on a été en contact direct avec eux et ça a été vraiment un levier formidable pour le marketing qui a pu beaucoup travailler la co-création, particulièrement en période de Covid, où on a développé les masterclass, les webinars, les surveys, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui animait cette communauté, quels étaient les points forts de nos produits, quels étaient les pain points de nos expériences pour co-construire avec eux et aller vers toujours plus d'engagement. Hervé, pour Orange Bank, vous expliquiez en introduction que les stratégies d'engagement permettent d'aller chercher de la valeur et de renforcer les enjeux business. Quel levier d'engagement activez-vous de votre côté pour le secteur bancaire? Alors, le premier levier sur Orange Bank, en tant que banque, c'est une puissance en termes de dispositifs d'acquisition digitale et CRM, avec la first party data. Avec les outils et la data, on cible mieux nos clients, on personnalise les parcours clients, on engage le prospect dans le tunnel de conversion, et puis on crée des programmes d'activation, d'animation, d'engagement pour que le client soit de plus en plus actif et engagé vis-à-vis de la marque et vis-à-vis des transactions avec nous. Deuxièmement, on fait de la co-création avec nos clients pour proposer la meilleure expérience. C'est par exemple une UX avec une app banque mobile et des services dernière génération. C'est des offres fidélisantes et des avantages exclusifs qu'on crée chez Orange à la demande de nos clients. Et puis des offres inédites, vraiment dédiées à la famille, co-créées avec les parents et avec les ados. Troisièmement, c'est des nouvelles stratégies de communication. On va parler de brainformance, on va parler de stratégies d'investigation de nouvelles plateformes. Par exemple, l'idée, c'est d'être là où les clients sont. On a fait des tests concluants avec TikTok, par exemple. On a mis en place des challenges pour faire danser les ados. On a investigué Twitch, où on a sponsorisé une course de Mario Kart avec des influenceurs. Et c'est là, en fait, où sont nos clients que nous, on doit être aussi. Je vais prendre aussi un autre exemple qui est intéressant. On en a parlé tous les deux, Majda. C'est le parrainage, le sponsoring d'une série classique comme la série En Famille avec M6.
C'était la première fois il y a l'année dernière, et puis on a continué cette année, qu'on avait l'association entre une série et une marque. L'objectif, c'était de positionner Orange Bank comme la banque des familles. Donc on avait des sketchs avec des acteurs de la série, la famille Le Carrelec, où on a mis en scène des services d'Orange Bank dans des moments de vie de la famille, avec le paiement mobile, le cashback, le virement par SMS. Et grâce en fait à la présence de ces acteurs, le réalisme des scènes, la proximité d'Orange Bank avec les besoins de la famille, nous avons des créations qui ont été jugées agréables à regarder, faciles à comprendre, informatives, et permettant ensuite de voir vraiment et facilement l'utilité d'Orange Bank dans le quotidien. Résultat, on a un engagement qui est développé, on a un lien qui est renforcé entre le client et la marque, on a multiplié par 2 notre impact, le souvenir publicitaire, notre notoriété assistée, et puis l'intention d'achat versus d'autres campagnes de communication qu'on a pu mener à la télé. Donc avec ces dispositifs engageants, on a Orange Bank qui se démarque des autres banques en ligne, on gagne des points sur l'image de marque, sur simplicité, innovation, confiance, et puis concrètement, la recette de l'engagement en fait, et de ces stratégies de brandformance, c'est du contenu, des créations, du contexte, du ciblage et tout un tas d'outils de mesure pour surveiller les KPI et s'assurer qu'on a bien l'engagement client au final. Vous surveillez quel type de KPI par exemple? Donc c'est par exemple l'intention d'achat, le souvenir publicitaire et puis tout ce qui est gain de notoriété versus les autres marques. Et on est vraiment en compétition sur ces aspects-là et on regarde bien ces aspects-là sur notre cœur de cible qui est la famille, les parents qui ont des enfants de plus de 10 ans, des jeunes qui sont en recherche de mobilité bancaire et si je gagne des points d'intention d'achat versus les top leaders sur le marché, j'ai gagné. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à développer derrière. Parce que la notoriété, elle est déjà très puissante. On a plus de 65% des clients, des Français qui connaissent Orange Bank. Mais l'intention d'achat n'est pas la même et n'est pas corrélée à la notoriété. Merci Hervé. Je reviens sur le plateau avec Hervé. Hervé Coza pour Air France. Quand on avait préparé cette discussion, vous m'aviez dit qu'effectivement la notion d'engagement, elle s'articulait aussi autour de 3 piliers qui étaient l'omnicanalité, l'orchestration et la personnalisation. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les contours de cette politique d'engagement pour le groupe ? Alors pour nous, avant d'aller voir l'engagement, ce qu'on a fait, je rebondis sur ce que disait Maëlys aussi, on a beaucoup d'outils d'écoute de nos clients pour essayer de voir qu'est-ce qui les intéresse en ce moment. Donc on a bien sûr le social listening, on utilise aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Et sur le social listening et les signaux faibles qu'on peut capter avec nos partenaires GAFA ou autres, c'est effectivement essentiel pour nous. Et on a pu voir par exemple pendant la crise que le client recherchait surtout par exemple la réassurance quant aux mesures sanitaires. Il attendait aussi de la flexibilité quant à nos billets. Donc pour nous, il a été important d'écouter en permanence ce que nous disent les clients. Ensuite, on a développé tout ce qui est produit pour répondre à ces besoins. Donc, bien sûr, pour la réassurance, on a lancé Air France Protect, qui est en fait tout le parcours client pour le rassurer quant au fait que voyager avec Air France ne présente pas de risque de pandémie. Donc, on a bien sûr le port du masque, le fait que l'air change toutes les 3 minutes dans l'avion, etc., etc. Donc, Air France Protect a bien fonctionné. Ensuite, la flexibilité sur laquelle on s'est engagé. Et là, c'est aussi... quelque part, on s'est engagé et je pense que les clients l'ont apprécié, c'est qu'on est aujourd'hui pratiquement les seuls à offrir cette flexibilité tous les vols jusqu'au 31 mars 2022, qui est aussi un engagement fort avec des promesses. Donc, il a fallu aussi donner à nos clients et diffuser sur nos canaux digitaux. Et puis ensuite, on a bien sûr la mise en place de bots. Donc, on a beaucoup de bots qui permettent de répondre à toutes nos demandes clients, notamment sur cette pandémie qui a eu beaucoup de questions, et notamment où c'est que je peux voyager, dans quelles conditions. Des choses comme ça nous permettent de rentrer dans des discussions, y compris dans des inquiétudes que les clients peuvent avoir en ce moment, et pouvoir leur apporter des réponses efficaces. Et je rejoins aussi ce que disait Hervé quant à la pertinence, apporter le bon message au bon moment sur le bon canal digital, c'est aussi quelque chose qui est facile à théoriser, mais difficile à faire au quotidien. On s'aperçoit que
que nos clients, leur comportement change beaucoup. Sur l'aérien, ça a été vraiment, cette pandémie a changé tous les comportements, c'est-à-dire à la fois le fait qu'ils consomment très tardivement maintenant leur billet d'avion, et aussi parce que l'historique qu'on pouvait avoir sur les clients, c'est-à-dire notre ancienne segmentation, elle a volé en éclats parce que des clients qui, je ne sais pas, étaient par exemple très fidèles sur la destination de New York, bon, une fois que New York est fermé, forcément, ils vont plutôt aller là où c'est ouvert. Et donc, il a fallu pour nous mettre en place des outils qui nous permettent de justement voir ces signaux faibles et essayer d'adapter, j'allais dire, en temps réel, nos outils de digital marketing pour éviter d'avoir en tête une segmentation liée à un historique qui n'a plus lieu d'être et essayer d'actualiser en temps réel. Donc l'intelligence artificielle nous aide beaucoup là-dessus, c'est-à-dire y compris pour préparer nos campagnes, préparer les audiences, et on va même plus loin parce que l'intelligence artificielle nous donne aujourd'hui la possibilité de donner même les thèmes de nos campagnes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle remonte les besoins clients. C'est par exemple, je sais pas, en ce moment, on voit que sur Facebook, certains clients vont voir et s'activent sur des destinations Caraïbes, océan Indien. Ben, ça veut dire qu'on a cette cible, on sait ce qu'il faut apporter comme destination prix, et on est beaucoup plus pertinent et la conversion s'en ressent. C'est-à-dire qu'on a à la fois, j'allais dire, moins d'argent à investir et derrière une satisfaction client plus importante parce qu'on lui apporte un message pertinent. Et je pense que le client s'attend aussi à ça de la part d'une marque comme Air France. C'est-à-dire, voilà, on évite bien sûr de spammer nos clients à travers tous nos canaux digitaux. On essaie d'être efficace, on essaie d'être pertinent vis-à-vis de lui. Et donc, on a une approche omnicanal, bien sûr, surtout sur le digital, de personnalisation. Cette personnalisation, elle est aussi facilitée par les algorithmes qui apprennent en cours de campagne quelle créa pour quelle audience. Ça, c'est quelque chose que l'on travaille au quotidien et qui aujourd'hui donne des résultats très, très encourageants sur cette partie performance. On est effectivement beaucoup finalement sur cette volonté de concilier à la fois du temps réel. On parlait tout à l'heure du fait de rouvrir les États-Unis. Donc instantanément, il faut proposer la bonne offre et à côté de ça, anticiper. Donc c'est ce curseur entre l'anticipation et le tout de suite maintenant. Voilà, alors c'est vrai que sur le digital, on a des outils bien sûr comme le listening, comme la data. Enfin, on a beaucoup d'informations. Après, encore faut-il les mettre dans le bon ordre pour être efficace. Et c'est aussi, je rejoins ce que disait Hervé tout à l'heure voilà, on fait beaucoup d'A/B testing, on fait beaucoup de test and learn. Parfois, on a tort, on se trompe, mais on apprend pour la campagne d'après. Et on a aussi aujourd'hui en digital marketing, entre les campagnes et puis ce qu'on appelle l'always on, on se rend compte que aujourd'hui l'always on, c'est-à-dire vraiment nos campagnes activées au quotidien et en permanence, que ce soit en search, que ce soit en display, ça prend beaucoup plus d'importance que finalement des campagnes longues. À la limite, on fait moins de temps commerciaux de campagne, mais beaucoup plus d'always on qui nécessite la personnalisation parce qu'on s'adresse du coup plutôt one-to-one plutôt que one-to-many. Mais donc voilà, on est en plein dedans et on a été obligé encore plus aujourd'hui avec cette crise de s'adapter à ce besoin de réactivité vis-à-vis du besoin de nos clients. C'est clair, merci. Thomas, pour Carrefour, alors on l'a vu, les résultats du premier semestre 2021 ont démontré la solide performance du groupe et le dynamisme aussi du marché français. Les clients sont donc au rendez-vous, que ce soit en magasin, en e-commerce ou sur les autres canaux touchpoint. Tout est fait pour les engager, in fine. Quels sont les prérequis pour orchestrer des stratégies d'engagement efficaces au service justement de l'acquisition, de la fidélisation et de l'expérience client ? Alors, on a une grande chance, c'est que pour arriver à ces objectifs-là, les clients en grande distribution alimentaire, ils viennent chez nous souvent. Hervé, côté Orange Bank, a la même problématique de récurrence, mais du coup, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on fait ses courses les uns les autres une fois par semaine, certains plusieurs fois par semaine. On a des programmes de fidélité, on a 50 millions de clients encartés à travers le monde, 15 millions en France. Et du coup, ça nous amène une granularité d'informations extrêmement forte
on sait énormément de choses sur eux, sur leurs habitudes de consommation, sur les différences qu'on peut avoir d'un pays à un autre, des différences régionales, des différences par circuit de distribution. Est-ce qu'on fait différemment ses courses en livraison à domicile qu'en hypermarché, par exemple. Tout ça, ça paraît complètement évident. On se dit, les données, vous les avez depuis très longtemps. Oui, on les a depuis très longtemps, peut-être aussi longtemps que la grande distribution existe, mais la transformation, l'accélération digitale a fait que ces données, on peut les utiliser et en tirer quelque chose de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus efficace. On va pouvoir du coup aider nos clients B2B, les clients industriels, toutes ces grandes marques qu'on connaît tous qui sont distribuées chez Carrefour, à avoir la meilleure offre au meilleur moment. Est-ce qu'une marque de soda zéro va plus se consommer sur la façade atlantique ou va plus se consommer à Paris ? Est-ce qu'elle se consomme plus en e-commerce ? Est-ce qu'en quelques semaines liées à un lancement, on a plus de performance ? Donc tout un tas de choses qui ne sont pas, à proprement parler, ensuite je vais y venir, du marketing digital, mais qui sont de la connaissance client pour nos industriels qui sont distribués chez nous et qui est vraiment quelque chose qui est en train de complètement changer les choses. On leur rapporte finalement cette connaissance temps réel avec une maille extrêmement fine par réseau de distribution ou par géographie. Et d'un point de vue publicitaire, cette connaissance client extrêmement fine à la maille potentiellement d'aller jusqu'à l'individu, on peut du coup offrir une expérience publicitaire extrêmement personnalisée par rapport à sa consommation et par rapport à ses besoins de consommation identifiés. Et on offre aussi la possibilité de le faire chez nos clients, peu importe où ils se trouvent sur Internet. Ils sont sur notre site Internet, évidemment, on a une expérience personnalisée. Ils sont sur les grandes plateformes GAFA ou grands publishers français. On va pouvoir être présent et on va pouvoir offrir une expérience de marque personnalisée. Ça ne va pas être une bannière d'une grande marque ou de Carrefour, ça va être vraiment du contenu personnalisé. On a vu les mois passés que vous aviez activé des touchpoints originaux. On a parlé de catalogue vidéo, il y a eu beaucoup de live shopping, social shopping. Toutes ces façons d'aller justement vers le client, quel est le bilan de ces initiatives et est-ce que les consommateurs, les clients étaient engagés ? Est-ce qu'ils étaient aussi au rendez-vous ? Alors, plusieurs éléments là-dessus par rapport effectivement à ce sujet d'ensemble chez nous, qui est un sujet structurant, mais qui est le cas de tous nos acteurs, la digitalisation de la promotion. On sait que c'est la promotion qui fait venir les clients en magasin ou qui les fait acheter sur nos canaux e-commerce. Et comment est-ce qu'on la digitalise ? Effectivement, on a testé la digitalisation à la fois sur des plateformes comme YouTube, comme WhatsApp, le live commerce. Pour en faire un bilan, aujourd'hui, le live commerce, clairement, c'est un sujet sur lequel on va accélérer parce que le client est au rendez-vous. Donc je rappelle peut-être le live commerce, c'est le télé-shopping d'autrefois, réinventé, modernisé à l'ère du smartphone, à l'ère de l'interactivité. Et effectivement, on constate qu'il y a quelques prérequis à avoir néanmoins, c'est que qui restent les prérequis finalement du téléachat, la bonne offre avec le bon prix au bon moment qu'on ne va pas trouver partout ailleurs sur la toile ou dans nos magasins, sinon les gens vont en magasin ou ailleurs sur la toile. Mais c'est intéressant de constater que oui, quand on respecte ces critères-là, l'audience est là, elle est au rendez-vous sur des produits aussi variés que la foire au vin, du voyage, mais aussi des jouets de Noël. Donc oui, les gens sont au rendez-vous. On est néanmoins sur une tendance qui va beaucoup croître parce qu'elle est encore émergente par rapport à ce qu'on voit en Asie. Et on voit de l'autre côté du spectre, sur la digitalisation du catalogue, c'était étonnant, on a notre catalogue sur YouTube, si je prends cet exemple-là. Au début, on me prenait pour un fou, on nous prenait pour des fous en disant « Regardez un catalogue en 2 minutes sur YouTube ». On expose plusieurs centaines de milliers de personnes chaque semaine d'un point de vue publicitaire. Un tiers d'entre eux, ils regardent la vidéo d'un catalogue promotionnel de Carrefour en vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que finalement, et j'en reviens à ce que je disais au début, finalement, pourquoi est-ce qu'on va continuer, pourquoi est-ce qu'on va accélérer et pourquoi est-ce que ça se passe bien en termes de performance ? Parce que le consommateur, il n'est pas très différent du consommateur d'avant, il a un téléphone dans la poche.
Donc du coup, effectivement, son prospectus en boîte aux lettres continue à très bien marcher, c'est pas le sujet, mais néanmoins, beaucoup d'entre eux veulent de la promo, toujours de la promo, les bonnes offres, les bons plans, les bonnes affaires, mais plutôt sur un média téléphone portable qu'ils ont dans leur poche. C'est clair, merci beaucoup. Alors, dernière question pour conclure avec un dernier tour de table. On a parlé de stratégie d'engagement, on a parlé de tous les leviers justement qu'on doit activer pour aller chercher ce fameux client et l'embarquer dans l'écosystème de vos marques respectives. Je reviens vers vous, Hervé, pour Air France. Comment est-ce qu'on peut encore davantage accélérer sur ce sujet de l'engagement? Qu'est-ce qui reste encore à faire dans les mois à venir? Alors nous, il y a trois thèmes très importants pour nous. Un premier qui est, on l'a vu pendant cette crise, la digitalisation a encore accéléré chez nos clients et on compte bien en tirer parti. Et aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour nous qui est l'application Air France, qui est le compagnon de nos consommateurs et de nos clients dans son voyage. Et aujourd'hui, pendant la crise, par exemple, on lui a permis de tout faire sur son mobile pour lui faciliter la vie une fois à l'aéroport et pour lui permettre d'avoir un parcours sanitaire facilité. C'est par exemple ce qu'on a développé, donc c'est ce qu'on appelle le Ready to Fly, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un vol pour demain, il suffit sur son smartphone de connecter anti-Covid à son app Air France et derrière, on a tout de suite le Ready to Fly, ce qui va nous permettre, arrivé à l'aéroport, d'éviter toutes les étapes à checker, le PCR, le pass vaccinal, etc., etc. Donc ça, c'est des investissements importants sur l'application pour encore une fois donner au client toutes les indications et lui permettre d'avoir un voyage. C'est aussi une différence et c'est aussi un outil de fidélisation. La deuxième, et ça c'est plus pour le digital marketing, je l'évoquais, la personnalisation, comment on revoit nos segmentations, comment on est plus pertinent avec nos clients, quels outils et quel canal on utilise en priorité. On a des outils de mesure, on a en plus, on n'en a pas parlé ici, mais le monde sans cookies de demain, donc comment on fait pour nous assurer que malgré tout, parce que le cookie c'était quand même un moyen de travailler la pertinence vis-à-vis de nos clients, donc comment on fait demain pour que effectivement on puisse s'adresser à nos clients, être efficace dans nos campagnes. Donc ça, on a beaucoup d'idées et de projets. Et enfin, le dernier qui est là, pour le coup, quelque chose de plus de l'entreprise Air France, ses engagements sur l'environnement, c'est quelque chose qui est aussi un moyen d'engager vis-à-vis de nos clients, parce qu'on le voit dans leur raison de voyage. Il y a la flexibilité, il y a bien sûr la partie sanitaire actuellement, de façon, j'allais dire, conjoncturelle, mais il y a aussi l'importance que les clients donnent de plus en plus à nos actions sur le développement durable. Donc Air France a pris des engagements forts, c'est de réduire son empreinte carbone de 50% d'ici 2030, et c'est notamment pour nous, transport aérien, notre flotte, nos avions, et malgré la difficulté financière de l'entreprise, les investissements ont été maintenus quant au renouvellement de la flotte, avec notamment l'arrivée des Airbus 220, Airbus 350 et des 787, qui consomment en moyenne 20% de moins que la flotte précédente. Donc c'est des engagements forts qu'il faut arriver à communiquer aux clients. Les outils digitaux nous permettent d'en parler et puis essayer de s'engager, y compris sur les social media, là où on entend des discussions sur ces sujets. Air France doit parler, doit convaincre de nos engagements et faire la différence vis-à-vis de nos concurrents. Cette marque Air France on attend de cette marque Air France aussi qu'elle s'engage sur ces sujets. Merci. Hervé Brucker, pour Orange Bank, qu'est-ce qui peut changer aussi quand on est une banque qui est la première banque, c'est ça, mobile, 100% mobile française, qu'on a aussi un ADN où on a voulu disrupter par rapport aux banques traditionnelles. Qu'est-ce que vous pouvez encore changer autour de l'engagement ? Alors déjà, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Thomas et Hervé. Il y a deux choses qui ont vraiment bouleversé les usages et la consommation, et la banque doit se réinventer. C'est le mobile, donc c'est ce téléphone dans la poche où j'ai accès à tout. Et puis la crise Covid qui a accéléré la digitalisation et le rapport digital avec son banquier. Et je citerai deux chiffres. 50% des Français sont prêts déjà à changer de banque et 33% ont fait ou sont prêts à faire d'une banque digitale leur banque principale.
Ça tombe bien, en fait, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est la simplicité, l'authenticité, de la transparence, l'efficacité, de l'utilité au quotidien, de la sécurité évidemment, et puis de la confiance. Et avec la confiance, le numérique et Orange Bank, on a les atouts pour y arriver. Et la mission d'Orange Bank, justement, c'est de réinventer la banque et de démocratiser l'accès au meilleur de la banque. Et notre ambition avec tout ça, c'est de proposer une expérience qui soit toujours la plus inédite en termes de banque mobile et mettre toujours la confiance et la simplicité au cœur de cette relation. Et donc, du coup, on réfléchit à développer des offres de coach utile, de gestion de budget, toujours faciliter les paiements au quotidien, accompagner nos clients dans les projets de leur vie, moments de vie, de famille, l'agrandissement de la famille, la voiture, etc. Et en même temps, il faut aussi qu'on réfléchisse en tant que banquier à comment on accompagne la transition climatique. C'est aussi des grands enjeux. Et puis, il faut qu'on accompagne tous ces clients dans leur quotidien parce qu'au bout du bout, c'est un service bancaire, mais on représente beaucoup plus que ça pour nos clients au quotidien. C'est vraiment le sujet principal qui est d'engager notre client dans une relation encore plus proche, plus de confiance et répondre à leurs futures attentes parce que on prépare déjà l'avenir après le mobile. Qu'est-ce qu'on aura? On a déjà des services d'intelligence artificielle qui accompagnent nos clients au quotidien, qui automatisent en temps réel des transactions et qui répondent plus vite que l'humain. Et puis en même temps, on a encore besoin de l'humain pour des tâches complexes et on travaille vraiment sur ce mode hybride, mobile, IA, humain. Merci Hervé. Maëlys, pour le groupe Pierre Fabre aussi, sur quoi vous pouvez davantage accélérer autour de l'engagement ? Alors nous, on a quand même encore beaucoup de travail sur le fait de développer et de déployer nos roadmaps d'engagement. Donc comme je vous le disais, la partie service consommateur, les plans d'animation, on a vraiment besoin qu'il y ait ce changement radical de mindset sur l'ensemble de nos marchés, pour l'ensemble de nos marques, sur l'importance de porter l'engagement au plus haut des priorités. Donc ça, c'est déjà une grosse part de nos feuilles de route pour l'année prochaine. Mais c'est clair que nous aussi, on se positionne à la fois sur sur des marques qui vont vouloir beaucoup plus véhiculer leurs valeurs vis-à-vis des consommateurs. Historiquement, c'est vrai que Pierre Fabre est plutôt connu pour son humilité et n'a pas forcément eu l'habitude de communiquer fortement sur des engagements sociétaux comme environnementaux, alors qu'on a des marques, que ce soit Aderma qui depuis des années travaille sur circuit court et 100% local en France. On a vraiment Chlorane qui aujourd'hui a sa Chlorane Botanical Foundation qui œuvre donc aux plantes. Donc voilà, on va à la fois essayer d'avoir beaucoup plus de visibilité sur ces valeurs fortes qui sont des attentes fortes aujourd'hui de nos consommateurs. Donc on est parfaitement aligné sur ces attentes. L'enjeu, ça va être de communiquer dessus et que ça crée de l'engagement et de la préférence. Et on va aussi intégrer beaucoup plus de dimensions servicielles dans nos plans d'animation ou dans nos programmes d'incentive. Sur ça, on a besoin de pouvoir être rapidement agile, c'est-à-dire de pouvoir déployer très rapidement en test and learn, incentiver, faire beaucoup plus de POC qu'on a pu le faire par le passé, pour être rapide, pour aller au-devant des besoins de nos consommateurs, les surprendre, parce que c'est ça qui va vraiment générer de l'émotion et qui va vraiment générer cet engagement ultime qu'on recherche. Et puis surtout, aller plus vite que les concurrents. Donc, on a déjà en tête beaucoup de services du fait qu'on a ces promesses relationnelles de marque qui sont maintenant bien établies et qu'on voit quels sont aussi ces services que nous ont aussi partagés nos consommateurs parce que, comme disait Hervé, nous, voilà, on fait du social listening, on les écoute beaucoup, on a eu ces programmes d'advocacy, on a essayé de collecter des data conso et de les écouter pour essayer de co-construire ensemble. Donc, on imagine des services, on croit fortement au potentiel de tout ce qui va être testing produit. Donc, testing à la sauce Pierre Fabre, ça peut être aussi du testing de produits, mais avec toute la dimension conseil et dermato, c'est-à-dire nos marques qui peuvent être là en complément d'un pharmacien, mais aussi d'un dermatologue qui n'est pas toujours disponible. Donc ça, on imagine des vraies possibilités de testing assez poussées de notre côté. On croit aussi à l'audio. Aujourd'hui, beaucoup de nos consommateurs écoutent des podcasts, des chaînes audio. Donc, nous, c'est vraiment des services qu'on aimerait développer. On croit beaucoup à la co-création. On croit aussi au live shopping. Donc, on a un premier POC de live shopping pour l'une de nos marques qui va voir le jour très prochainement. On est beaucoup en réflexion et déployer rapidement ces services qui vont aller surprendre, créer de l'émotion et créer de l'engagement. Merci Maëlys. Et je finis avec vous, Thomas. Alors,
il y a Carrefour Link qui a été lancé récemment justement, qui vous positionne comme le partenaire expert des marques dans le retail. Qu'est-ce qui finalement doit évoluer dans cette relation entre les marques et le distributeur ? Ce qui évolue véritablement, c'est de donner la possibilité à ces marques qui sont distribuées chez Carrefour, ces très grandes marques qu'on connaît tous, qui ont cette difficulté-là, ou qui peuvent avoir cette difficulté-là, c'est qu'elles n'ont pas accès forcément au client final, puisque c'est nous, distributeurs, qui l'avons. Donc c'est leur donner finalement la possibilité de mieux connaître ce client final et la possibilité de le toucher en publicité. Ça me permet de faire le lien avec les interventions précédentes, mais qu'est-ce que ça permet ? Ça permet, quand on sait qu'on s'adresse à des consommateurs de son produit ou de sa gamme de produits, à des petits consommateurs ou à des consommateurs du concurrent, de proposer une expérience publicitaire différente. Ça paraît tout bête, on se dit, vous consommez cette grande marque de shampoing ou vous la consommez pas, ça paraît bête, mais le fait de pouvoir personnaliser une publicité, et ça me permet de faire le lien avec vraiment cette importance du contenu. On ne va pas proposer un même contenu publicitaire à un consommateur de son produit ou à un non-consommateur, et qu'est-ce que permet finalement, et c'est quoi l'ambition de cette nouvelle activité publicitaire qu'est le retail média, auquel on croit beaucoup chez Carrefour avec la création d'une entité dédiée qui s'appelle Carrefour Links, effectivement, c'est de se dire, en fait, vous vouliez tous le faire, vous pouvez le faire. Je pense que c'est là où est le changement de paradigme, parce que faire du marketing personnalisé à la maille de l'individu, toute personne qui fait du marketing a envie de le faire. C'est vrai que là où pour nous ça change les choses, c'est que la technologie le rend possible facilement, à des budgets raisonnables, à une maille à la fois soit très massive, soit extrêmement chirurgicale. Je pense que c'est ça qui rend cette différence possible, et c'est ça qui, à mon sens, rend la possibilité publicitaire, avec, je le précise et je le redis, mais on se dit toujours, mais quelle différence en termes de données par rapport à la donnée d'un Google ou d'un Facebook ? Google ou Facebook ont plein de données, ce n'est pas le sujet et on ne va pas en débattre là, mais c'est qu'ils ont une donnée qui est comportementale, là où on a une donnée de consommation. La donnée de consommation, vous buvez du soda, elle est vraie. On n'est pas sur je me suis déplacé d'un point A à un point B qui est interprétable, mais là on est sur une donnée de consommation de produits du quotidien qui est extrêmement courante, qu'on a tous les jours, et je pense que du coup derrière ça, on en revient à ce que vient d'évoquer Maëlys, pas oublier le contenu. Parce que c'est pas parce qu'on a la bonne data, espèce d'or noir de data absolument géniale à une maille extrêmement fine, on se dit on peut tout faire. Oui, on peut tout faire, enfin en tout cas on peut faire énormément de choses, mais le tout c'est de le faire bien pour jamais oublier cette expérience client. La publicité, ça doit quand même rester un moment donné où je passe quand même un bon moment, où je veux pas une pub trop intrusive, je veux une pub qui me corresponde, qui me soit personnalisée. Je pense que c'est fondamental de ne pas oublier l'importance de la création et de la créativité publicitaire. Eh bien, merci à vous quatre de nous avoir partagé vos retours d'expérience, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt.